Mes chers camarades, bien le bonjour. Est-ce que vous aimez la bière? Eh ben moi oui. Allez salut, je plaisante. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le scandale, la polémique autour de la bière Bud et de la figure transgenre Dylan Mulvaney. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges, celle-là. Je t'attends, tu peux t'abonner. C'est très important pour le... Laissez-moi vous présenter Quand le wokisme détruit la bière, à Zébardi. Mais déjà, de quoi parle-t-on? Bah oui, c'est vrai, les bases. En 1876, deux Portoricos de la Chianti, Adolphus Busch et Karl Conrad, créent la marque Budweiser. Alors, ce nom-là est à l'origine le nom de la ville, c'est ce qu'est Budovice en République tchèque, et c'est pour ça qu'une autre entreprise, Budowicki Budvar, fondée en 1895, va intenter un procès aux deux Allemands en expliquant être à l'origine du vrai Budweiser. Mais ça, Jamy, pour notre histoire, on s'en bat les couilles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1981, Budweiser, qu'on va appeler Bud, sort la Bud Light, qui va devenir la bière la plus vendue aux États-Unis. Progressivement, la marque s'invite chez les Américains et devient un peu la bière du peuple. Par exemple, après les attentats du 11 septembre, 9/11, la bière prend des motifs patriotiques pour soutenir les Américains. Et là, vous allez me dire, oh, mais Georges, vers qui va le marketing de Bud? Principalement, ça va où? Eh bah, c'est là que c'est intéressant. Bud va très vite opérer ce qu'on appelle un marketing ciblé vers les consommateurs ruraux et la classe moyenne américaine en utilisant des gros camions, des images de cowboys, des flingues, America fuck yeah. On boit une Bud en faisant la pêche, en accompagnant les gamins au football américain entre deux barbecues, enfin bref, c'est la bière Sweet Home Alabama. En plus de ça, Bud, c'est pas cher. C'est pas comme ces gros crevards de IPA, et surtout, la Bud est distribuée partout. On la trouve partout, dans les motels, dans les Walmart. Hop, qu'est-ce qu'il y a sous le KGB? Il y a une Bud. En 2020, Bud est vendue dans 100 pays à travers le monde, pèse 16 milliards de dollars et c'est la deuxième bière la plus vendue aux States, aux United States of America, derrière ces canailles de Coors Light, ces petits pédés là. Le 1er avril 2023, la marque annonce une collaboration entre elle et la transsexuelle Dylan Mulvaney pour 1. Lutter contre la transphobie et 2. Rajeunir la clientèle de Bud. Mais alors, c'est qui la trans en question? C'est Dylan Mulvaney, star de TikTok. Et pourquoi elle est connue? Déjà, c'est la première fille, trans-fille, à avoir détaillé sa transition sur la plateforme de l'enfer, TikTok, et on la connaît aussi pour avoir rencontré le président Joe Biden. Tu t'imagines bien, parce que t'es pas con et parce que t'es sur ma chaîne, que l'idée de génie de mettre une transsexuelle égérie d'une bière d'américain moyen, elle vient pas de Dylan Mulvaney, la transgenre, mais elle vient de la nouvelle directrice marketing de la marque, une certaine Alyssa Heinerscheid. Et c'est bien possible. La susnommée Alyssa explique dans une interview quelques mois auparavant qu'il faut plus d'inclusivité et des campagnes qu'on pourrait appeler, on appelle ça en anglais lightning, donc ce sera un peu éveillante, incluante les minorités, éveillées au sens de woke en fait. On est le 1er avril 2023 et l'entreprise s'apprête à faire l'erreur de sa vie. On retrouve donc notre égérie TikTok faisant la promotion de la bière dans le cadre général d'une promotion pour March Madness, une espèce de compétition de tournoi de basketball universitaire aux States, aux États-Unis. Je bois parce que ça va être intéressant. Et j'ai plus d'eau. Et c'est la merde. Cette vidéo est publiée sur le compte très engagé de Mulvaney. Il faut noter que c'est autant pour célébrer la marque Bud Light que la première année en tant que femme que la vidéo est publiée sur le TikTok et sur l'Instagram de la fille. C'est pas tant pour promouvoir la marque Bud Light que pour dire ça fait 1 an que je suis une femme. Donc il y a vraiment un message qui est militant derrière ce partenariat. Et là, vous sentez
Après ce partenariat, ça commence à puer la merde pour la marque. Parce que très vite, le milieu conservateur américain s'en prend à la marque et même à la maison mère, en expliquant qu'il refuse de participer à la normalisation du phénomène transgenre. Le très célèbre Ben Shapiro ouvre le bal en dénonçant l'utilisation de telles figures dans la publicité. La figure rock des années 90, Kid Rock, se filme en train de tirer sur des caisses de Bud Light. Alors les Américains, quand ils sont pas contents, ils tirent. Voilà. Toujours est-il que ça va donner des idées à toute une ribambelle d'utilisateurs qui vont se filmer en train de saccager des Bud Light. Et là, on va assister à la multiplication de vidéos, le côté un peu viral de ces vidéos, qui se mettent en scène en, tirant sur des Bud, en jetant des Bud, en vandalisant des stocks, en choisissant d'autres marques de bière et en enjoignant les utilisateurs ou les buveurs, les consommateurs de Bud, à faire pareil et à ne plus prendre Bud pour bière de référence. Le chanteur de country, Travis Street, lui, il est furax. Il explique qu'il ne collaborera plus jamais avec Bud Light lors de ses concerts aux États-Unis ou même en Europe. Et ce qui est con, c'est que le partenariat, en l'occurrence avec Mulvaney, il représente rien en fait. Genre c'est rien, c'est un grain de sable dans l'océan des placements de produits qu'allait faire Bud Light. Mais c'est celui-là qui va casser les couilles. C'est vraiment le move le plus con de l'histoire des moves cons depuis l'invention du head spinner. La polémique va tellement loin que l'ancien président des États-Unis, Donald J. Trump, déclare sur son réseau social, oui, il a un réseau social qui s'appelle Truth Social, il explique: il est temps de battre la gauche radicale à son propre jeu, l'argent parle, Anheuser-Busch le comprend maintenant. Anheuser-Busch, c'est la maison mère de Bud Light. Les sénateurs Ted Cruz et Marsha Blackburn ont demandé une enquête. Ils vont même jusqu'à demander une enquête pour savoir si la campagne avec l'égérie trans pouvait s'apparenter à du marketing pour les mineurs, puisque son audience est jeune et qu'en l'occurrence, elle fait la promotion d'une bière. Pas ouf. Du côté de la marque, je te cache pas que ça sent pas bon. Alors au début, ils vont tenter de s'expliquer, genre ils bossent avec tout le monde, c'est pas un petit partenariat de merde qui va ruiner l'ambiance. Ça va, c'est un petit partenariat. Après, ça se rend très vite compte que le game s'emballe. 2 semaines après le début du boycott, le PDG américain d'Anheuser-Busch, Brendan Whiteforth, publie une déclaration en expliquant: notre métier est de rassembler les gens autour d'une bière et pas de polémiquer. Fin avril, la meuf qui était à l'origine du partenariat, Alyssa Heinerscheid, est remplacée et le vice-président du marketing, Daniel Blake, prend congé. Sans raison, il explique qu'il avait besoin de vacances. Et alors, comme si ça suffisait pas, va y avoir un deuxième boycott qui va être lié au premier. En gros, les progressistes, ils vont voir Bud complètement ramer pour s'expliquer d'avoir utilisé une transsexuelle et ils vont se dire: mais attends, vous êtes transphobe parce que vous vous expliquez d'avoir utilisé une transsexuelle. Allez, on boira plus jamais de Bud. Donc après un boycott conservateur, boycott des progressistes. Là, je te cache pas que les réunions à Bud Light, chacun regarde ses pompes. Bah oui, parce qu'avec ce scandale, les ventes de Bud Light vont chuter de 17% à la mi-avril, alors que ses concurrents Coors Light et Miller Lite ont vu leurs ventes augmenter de 18%. À l'international, la marque va perdre près de 1% de part de marché. Et même au-delà, la valeur boursière chute de 5 milliards de dollars. Je parle de la maison mère là. L'action de AB InBev, donc la société mère propriétaire de Bud Light, chute de 20% et Forbes la classe désormais comme une action baissière. Là, on se dit ça va s'arrêter, c'était qu'un placement de produit. Non, HSBC Securities, qui observe et juge les fluctuations financières et boursières, estime que les détenteurs des actions de la maison mère n'ont aucun intérêt à acheter d'autres actions. C'est donc la dégringolade boursière de l'action de Bud Light. Le 3 juin 2023, le professeur de gestion Bryden King explique dans une interview pour CNBC que sur 30 ans, les boycotts avaient en moyenne affecté 1% des ventes d'une marque. Là, c'est 18%. Ils ont perdu 18% Bud Light avec ce partenariat. En tout, CNBC estime qu'en mai, les ventes générales de la maison mère de Bud chutent de 18%. Vous retenez bien ce chiffre, 18%. Et symboliquement, la bière Bud Light perd son statut de bière la plus vendue aux États-Unis au profit de Modelo Especial. La bière Bud Light tombe à la 14e place des bières préférées des Américains et dans la foulée, AB InBev, la maison mère, annonce le licenciement de 400 individus directement liés à la baisse des cours des actions et des chiffres de vente de Bud Light. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'un tel scandale arrive ?
Non. Récemment, il y a eu d'autres polémiques un peu similaires. On va en citer deux. Déjà, évidemment, on se rappelle tous du bad buzz de H&M. Alors c'est des champions du monde. Ils nous avaient pondu une publicité qui montrait un jeune noir avec un sweatshirt, le singe le plus cool de la jungle. Très vite, ils retirent la pub, mais le mal est fait, Farouk. Plusieurs partenariats sautent, on pense évidemment à The Weeknd et G-Eazy. Mais une autre affaire aurait dû alerter Bud, c'est le scandale M&M's. On est en 2022 et la maison mère de M&M's annonce un relooking des personnages de la marque M&M's. Plaisante, je connais pas les noms de cacahuètes. L'idée, c'est de rendre les pères un peu plus inclusifs et moins stéréotypés. Et là, pareil, les conservateurs américains appellent au boycott de la marque et bientôt, la chaîne va devoir se justifier d'avoir fait ce choix quasiment éditorial. Mais les pertes économiques de ces deux affaires, c'est rien par rapport à ce qu'a subi Bud durant le mois d'avril et de mai 2023. On va maintenant voir les erreurs fatales de Bud dans cette affaire-là. Parce qu'il y en a eu des erreurs fatales. J'aimerais qu'on aborde ici plusieurs thèmes de marketing. On va name dropper un peu. Si Bud a ouvertement choisi un discours woke, c'est à cause des RSE. RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. C'est un concept qui ordonne aux entreprises d'avoir des préoccupations sociales, environnementales et inclusives. Alors il y a tout un débat. Qui crée les RSE? Est-ce que c'est une entreprise qui répond à une demande extérieure, genre Klaus Schwab par exemple, qui demande à une entreprise d'être plus inclusive et donc les entreprises sont plus inclusives? Ou est-ce que c'est les patrons d'entreprise et leur communication qui plantent la graine de l'inclusivité dans notre monde à nous, dans le monde des citoyens, et ensuite ça va créer une attente d'inclusivité des citoyens vers les entreprises? On sait pas trop, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? On s'en bat un peu les couilles. Mais au-delà des RSE, Bud a commis deux principales erreurs dans cette campagne marketing. Toutes deux des erreurs qu'on pourrait appeler des erreurs de segmentation. En gros, avant chaque campagne de vente, une entreprise doit faire une segmentation de l'audience. Elle doit regarder qui achète pour cibler cette audience dans les slogans publicitaires. En l'occurrence, les chiffres montrent très clairement que l'audience de Bud, c'est une audience qui est conservatrice. Et c'était d'ailleurs compris avant que la nouvelle responsable marketing dont j'ai parlé en début de vidéo arrive, puisque les publicités, avant cette pub-là, étaient essentiellement tournées vers ce segment de la population américaine. Seth Godin parle d'un effet de tribu dans le marketing. Grosso merdo, pour vendre, les marques doivent comprendre et respecter les valeurs et les croyances de leur tribu de consommateurs. Donc en l'occurrence, de la tribu, entre guillemets, du consommateur un peu conservateur. L'autre erreur fondamentale de Bud, c'est d'avoir surestimé le wokisme. Parce que le wokisme est très puissant et très actif sur les réseaux sociaux et même dans les médias dominants, mais pas du tout ancré dans la population majoritaire. Ce biais, c'est un biais qu'on pourrait appeler un biais de confirmation. On estime que le wokisme est très puissant, notamment chez les jeunes, et on va agir comme si le wokisme était très puissant et très actif chez les jeunes. Mais en soi, c'est pas tant leur faute aux marques que celle des wokistes qui vont volontairement parler au nom des jeunes, au nom des noirs, au nom des minorités, au nom d'Allah. Non, pas ça. Et dans la tête des patrons d'entreprise et plus généralement des individus, c'est plus facile de se représenter une jeunesse wokiste qu'une jeunesse variée, scalée. On ajoute à ça une surexposition du wokisme dans les médias dominants. Ça donne une amplification médiatique d'un phénomène qui n'existe quasiment pas. Ou s'il existe, il est bruyant mais minoritaire. Et ça n'est certainement pas un grand consommateur de Bud Light. La majorité silencieuse, consommatrice historique de la bière Bud, donc les Américains conservateurs, eux, ils n'ont pas pris position politique avant cet événement. Si bien que les responsables communication de la marque Bud ont cru que cette majorité-là, elle n'existait pas. Ou pire, qu'elle existait, mais qu'elle n'avait pas de valeur. Sauf que si. Cette histoire, elle nous montre aussi que les individus ont des armes pour répondre à un message publicitaire. Cette arme, c'est leur consommation elle-même. Joël Bakan, auteur de The Corporation, dont je vous mets le lien dans la description, a démontré comment, malgré ce qu'elle montre, les entreprises sont très à l'écoute des valeurs des consommateurs. Donc elle est plus partisane du fait qu'il y a une demande de valeur de la part de la population, demande auquel répond une entreprise, et non l'inverse. Ce faisant, ce qu'on appelle la consommation, donc le fait de choisir un produit non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il représente, la consommation, ça va donner un putain de pouvoir au consommateur qui peut juger, qui peut voter en achetant un produit. Si une pratique le gêne, les consommateurs peuvent se coordonner
pour dénoncer une pratique ou un message véhiculé. Là, en l'occurrence, les consommateurs se sont élevés contre le wokisme, ou en tout cas contre la promotion du phénomène transgenre auprès des plus jeunes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le QI de 143. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À mercredi pour la revue d'actualité. Time!